Bonjour à tous. Alors, comme nous sommes en période de confinement et que c'est assez compliqué maintenant de sortir et de faire de l'astrophotographie, je vous propose tout simplement de faire une petite balade dans le ciel nocturne à travers un logiciel qui s'appelle Sky Safari, qui nous permet de voir le ciel, de découvrir le ciel en avance et comme ça de pouvoir voir comment se repérer et repérer les constellations. Ça vous sera très utile si vous sortez et que vous voulez utiliser vos connaissances plutôt que d'utiliser des logiciels, pouvoir très vite savoir quelle constellation vous êtes en train de voir dans le ciel. Avant toute chose, je vais vous parler de cette ligne verte là qui est en plein milieu de l'écran. C'est ce qu'on appelle le méridien. C'est la ligne qui passe par le point à l'horizon nord, le point à l'horizon sud et le zénith, c'est-à-dire le point qui est situé pile poil au-dessus de nous. Alors si je dézoome, que je fais à peu près tout le ciel comme ça, ben on va voir que effectivement il passe bien par le nord et par le sud et par le zénith, et le zénith donc juste au-dessus de nous. On voit qu'il passe également par le pôle nord céleste, représenté ici par PNC, et avec à proximité l'étoile polaire, très utile et même indispensable quand il faut faire la mise en station d'un télescope. Si vous ne savez pas trop ce que représente la mise en station d'un télescope, je vous propose de voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Ce méridien, c'est donc là, on l'a dit, la ligne qui passe par l'horizon nord, le point à l'horizon sud et le zénith. Et cette ligne de méridien, on va pouvoir la diviser en plusieurs parties, en deux parties. Donc il y a le méridien, ce qu'on appelle inférieur. C'est la portion du méridien qui est située en dessous du pôle céleste. Dans l'hémisphère nord, on rejoint le pôle nord céleste à l'horizon nord. On appelle le méridien supérieur la portion du méridien qui est située au-dessus du pôle céleste. Elle passe par le zénith, c'est la portion la plus longue. Un astre cumule, c'est-à-dire qu'il est au plus haut lorsqu'il passe au méridien supérieur. Et pour les astres circumpolaires, comme ici par exemple la Grande Ourse, la constellation de Grande Ourse, ben on voit que ça passe deux fois ce méridien, le méridien inférieur quand il est au plus bas et le méridien supérieur quand il est au plus haut. Pour un astre non circumpolaire, là ça ne franchit qu'une seule fois le méridien supérieur. Du coup, pour les astres non circumpolaires, on dit qu'ils cumulent lorsqu'ils passent au méridien. C'est important à savoir parce que quand vous allez faire de la photographie, de l'astrophotographie, même de l'astronomie tout court, ben, il faut savoir que vous allez avoir ce passage au niveau du méridien, et c'est à ce moment-là qu'il sera le plus haut dans le ciel. En fait, un astre passe au méridien supérieur une fois tous les 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. En fait, chaque jour, il est en avance de 3 minutes 55. Le soleil, lui, passe au méridien supérieur une fois toutes les 24 heures. C'est parce qu'il avance sur la voûte céleste dans le sens contraire du déplacement journalier. Et donc, il y a ce décalage. Donc en un mois, un astre fixe est en avance d'environ 2 heures. Si une étoile passe le soir au méridien à 3 heures du matin, dans un mois, il passera au méridien à 1 heure du matin. Si vous faites de l'astrophotographie, ce sera aussi important par rapport au parcours du télescope, au moment du suivi, quand l'étoile ou l'objet que vous suivez dans le ciel va passer au méridien, le télescope va faire un basculement complet pour pouvoir continuer à le suivre. Et donc soit, et c'est automatique, et à ce moment-là le télescope va se remettre d'aplomb, mais attention à ce moment-là au niveau des prises de vue, soit c'est pas automatique et il faudra arrêter la session, placer le télescope dans le bon sens pour qu'il puisse continuer à suivre après le passage au méridien. Mais voyons donc comment on peut se repérer dans le ciel avec des connaissances toutes bêtes, avec ce qui nous apparaît le plus évident et le plus simple aux yeux. Et donc pour ça, ben, on va commencer par le nord et la Grande Ourse. Tout commence par la Grande Ourse, parce que c'est elle qui va nous permettre de trouver facilement l'étoile polaire, et à partir de là, localiser assez facilement les étoiles les plus importantes, comme Arcturus, Vega, Capella, Altaïr, Deneb, et d'autres étoiles, ou des constellations comme le W de Cassiopée, ou d'autres constellations qu'on va voir ensemble. Donc à la Grande Ourse, c'est vraiment le point de repère le principal. Elle est composée pour la partie de l'astérisme qu'on appelle le Grand Chariot, de 7 étoiles principales, qui sont d'un éclat assez semblable.
et elle est facilement repérable dans le ciel. Il suffit de connaître approximativement où se trouve le nord, et vous allez vite reconnaître ce grand chariot, cette grande ours. Donc les étoiles les plus connues sont Dubé, Merak, Phegda, Mégrez, Alioth et Mizar et Alcaïde. Vous pouvez très bien les voir simplement à l'œil nu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va la choisir pour pouvoir s'orienter. Et on peut avoir comme ça assez facilement le parcours dans le ciel pour aller de constellation en constellation. Si on regarde l'intégralité de la constellation, on peut par exemple cliquer ici sur Big Dipper et voir toute la zone qui est comprise. Donc ici vous voyez ce soir, le 8 novembre à 18h58, à la position où je me trouve, on n'aura pas encore l'intégralité. On peut faire un petit peu accélérer le temps pour essayer de voir l'intégralité de la constellation. Ce qu'on appelle le grand chariot, qui est l'astérisme qui est le plus visible, qui est représenté ici en ligne orange, et qui va nous permettre de voir, de pouvoir récupérer pas mal d'informations et un véritable parcours dans le ciel. Donc plaçons-nous aux alentours donc de 22 heures pour pouvoir faire l'ensemble du parcours. Voilà, donc là on a à peu près toutes les étoiles de la grande ours. Ce qu'on voit, c'est qu'on peut se servir du segment qui est formé par les deux étoiles Dubé et Merak de la grande ours pour pouvoir joindre l'étoile polaire. Il suffit de prolonger pour ça ce segment d'à peu près 5 distances et on tombe sur l'étoile polaire. Alors l'étoile polaire, ben, on voyait que c'est au bout de la petite ours. La petite ours qui forme ce petit chariot là comme ça, on a l'impression que c'est une casserole qui va pouvoir se jeter dans la grande casserole. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que donc en prolongeant de 5 fois la distance qui sépare Merak de Dubé, on obtient donc cette étoile polaire qui nous permet de vraiment avoir une valeur très proche du pôle nord céleste. Du coup, tout le ciel de l'hémisphère nord semble tourner autour d'elle. Si on se rapproche, on va voir que c'est pas tout à fait le cas. Vous voyez que le pôle nord céleste n'est pas si proche que ça de l'étoile polaire quand on est très proche. Et si je fais accélérer le temps, vous voyez que effectivement le pôle nord céleste lui va pas bouger parce que tout tourne autour. Mais par contre, l'étoile polaire, elle va faire également un cercle autour de cette étoile, de ce pôle nord céleste. Allez, je dézoome. Donc on a dit que on récupère donc en faisant le segment Merak Dubé l'étoile polaire et que à partir de là on peut trouver donc la petite ours. Pour la petite histoire, c'est situé à environ à 1 degré d'arc du pôle nord céleste, l'étoile polaire. J'aurai l'occasion de revenir souvent sur ces notions de degré d'arc, minute d'arc, seconde d'arc. Polaris se situe toujours dans la direction du nord, donc c'est vraiment un repère pour pouvoir trouver le pôle nord céleste. C'est souvent grâce à ça qu'on fait ce qu'on appelle la mise en station. Également pour info, on sait qu'elle met environ 430 ans pour nous parvenir, la lumière de l'étoile polaire. Alors après c'est une notion assez importante et compliquée, donc j'en parlerai très peu aujourd'hui, mais il y a ce qu'on appelle le mouvement de précession de l'axe de la rotation de la Terre, qui fait que cette étoile polaire pour l'instant est l'étoile la plus proche du pôle nord céleste et nous sert de repère, mais ce sera pas toujours le cas. À l'échelle de la vie humaine, honnêtement oui. On sait que l'étoile polaire sera le plus proche du pôle nord céleste en 2102 et que ensuite ça s'en écartera progressivement pour que en l'an 14000, la nouvelle étoile qui indiquera le nord céleste, ce sera Vega. Donc on en parlera de Vega d'ailleurs un peu plus tard, mais bon, vous voyez que pour ce qui est la vérité du moment, ce sera pas toujours la vérité de façon immuable. Alors pour ce qui est du ciel, il y a des saisons, un peu comme les fruits et légumes, je dirais. C'est important de le savoir parce que vous n'allez pas avoir le même ciel tout au long de l'année, et on va le voir d'ailleurs en faisant ce parcours d'étoile en étoile et de constellation en constellation, que c'est pas toujours facile et possible de voir certaines constellations. On va en parler tout de suite en parlant de Arcturus, qui se trouve dans le Bouvier. Donc pour aller plus vite, je vais juste
faire la recherche. Vous allez voir tout de suite ce qui va se passer. Si je demande de centrer sur l'objet, eh bien il nous envoie carrément en dessous de l'horizon. Alors ça veut pas dire que c'est impossible de voir Arcturus actuellement, c'est juste que c'est forcément à une certaine heure, soit de la journée, soit de la nuit, et que il faut être très patient, ou alors se dire que c'est pas possible, qu'on n'aura pas. Là on va vers le ciel d'hiver, et que Arcturus est plutôt le ciel du printemps. Par contre, comme la nuit est beaucoup plus longue, vous avez quand même la possibilité éventuellement de la voir en toute fin de nuit, et de la voir quand même sur votre télescope ou vos jumelles, si vous sortez avec des jumelles. Voilà, donc là j'ai un petit peu avancé dans le temps pour que justement on retrouve cet Arcturus. L'avantage avec les logiciels comme ça, c'est que comme on peut centrer sur l'objet, il va pouvoir comme ça nous le placer, et en le récupérant. Donc voilà, il vient à peine de se lever là, alors qu'il est 4h30. Donc en cette période de l'année, c'est encore la nuit. Donc vous pouvez quand même la voir vers 5h du matin. Encore très bas à l'horizon pour ce qui est de latitude où je me trouve actuellement. Voilà, on va arrêter le temps vers 6h. Donc on a ici le bouvier avec Arcturus. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est de parler de comment on peut récupérer comme ça, à partir d'un chemin, d'aller d'étoile en étoile, de constellation en constellation, et de pouvoir le joindre. Donc qu'est-ce qui nous intéresse ici, c'est que si on se sert toujours de notre grand ours, cette fois-ci de Dubé et de Mégrez, donc attention par rapport à tout à l'heure, n'oubliez pas que la grande ours elle a continué son parcours, et comme on est à 6h du matin, tout à l'heure elle était basse à l'horizon, maintenant elle est beaucoup plus haut dans le ciel, elle est encore forcément visible puisqu'elle est même un peu plus haut dans le ciel maintenant. Je zoome légèrement pour prendre, on va dire, plein cadre par rapport à ce qui nous intéresse. Donc vous voyez qu'il y a Dubé et Mégrez qui font partie de la grande ours, et donc si on prend ce segment là et qu'on essaye de le prolonger à peu près 5 fois comme tout à l'heure par rapport à l'étoile polaire, on va se retrouver aux alentours d'Arcturus, et ça nous permet comme ça de voir et de récupérer la constellation du Bouvier. Arcturus est de couleur légèrement orangée, c'est de loin une des plus brillantes étoiles visibles dans l'hémisphère nord. Donc comme je disais, c'est plutôt une étoile du printemps par contre, et sa lumière met cette fois-ci 36,7 années pour nous parvenir. Car c'est la constellation du Bouvier, c'est une constellation très ancienne, c'est le pasteur qui gardait le troupeau des 7 bœufs, c'est ça qui a donné les septentriones, et c'est pour ça qu'on dit du ciel du nord qu'il est le ciel septentrional, cette étoile les plus brillantes de la grande ours. Donc vous voyez, c'est comme tout à l'heure par rapport à l'étoile polaire, il a suffi de prolonger de 5 fois le segment formé par 2 des étoiles de la grande ours pour pouvoir se diriger dans le ciel et trouver une des constellations les plus importantes et une des étoiles les plus importantes. Alors rassurez-vous, vous allez avoir beaucoup d'étoiles, beaucoup plus que le montre le schéma actuellement, mais de toute façon, comme les étoiles quand on essaye de repérer sont les plus brillantes, en règle générale vont vite vous sauter aux yeux. Si vous avez même un ciel assez important, Arcturus sera quand même bien visible. J'en ai parlé tout à l'heure, donc pour l'instant c'est l'étoile polaire qui est le plus proche du pôle nord céleste, mais dans quelques milliers d'années, ça sera Vega. Donc on va essayer maintenant de repérer Vega, toujours sur le même principe. Donc on va revenir sur la grande ours, et on va essayer de tracer une perpendiculaire d'une longueur légèrement supérieure à la distance entre Polaris et Alcaïde. Donc Polaris, on l'a vu, il est ici là sur le méridien, proche du pôle nord céleste. Alcaïde, c'est une des étoiles de la grande ours, celle qui est là tout au bout de la casserole, de la queue de la casserole. Comme ça on va pouvoir un petit peu faire le tracé, donc comme je disais, en prenant donc la distance entre l'étoile polaire et Alcaïde, et en faisant une perpendiculaire, on va pouvoir joindre Vega, et qui se trouve dans la constellation de la Lyre.
Voilà, donc vous voyez, donc on a ici donc notre étoile polaire, on trace le segment qui rejoint Alcaïde, et après on fait à peu près une perpendiculaire pour pouvoir rejoindre Vega. Donc comme je disais, c'est pas forcément le ciel au niveau de la bonne période de l'année. Donc ici Alcaïde est très basse, Vega est très basse dans le ciel, la position d'Alcaïde est très basse dans le ciel. Donc on aura plus intérêt à voir ça à d'autres moments. Que peut-on dire sur Vega? C'est une des étoiles les plus brillantes du ciel estival. Donc c'est à cette période-là, bien sûr, qu'il faudra la chercher dans le ciel. Et que ça compose avec Deneb dans le signe et Altaïr dans la constellation de l'Aigle, du triangle, ce qu'on appelle le triangle de l'été. On voit ici, hein, marqué Summer Triangle. Donc avec Vega et Deneb de visibles. Et si je remonte encore un petit peu dans le temps, on verra la pointe de notre triangle avec Altaïr. Comme son nom l'indique, c'est bien entendu plutôt donc à l'été qu'il faut le chercher, mais vous voyez que en cette période de l'année, comme la nuit tombe assez rapidement, vous pouvez quand même la voir dans le ciel, et même à des positions assez hautes, hein, puisque aux alentours de 22 heures, il fait déjà clairement nuit, et vous avez la possibilité comme ça d'avoir encore le triangle de visible. Pour ce qui est de Vega, elle est plutôt de teinte bleutée. Elle se situe à 25,3 années-lumière de la Terre. Pour ce qui est de la constellation qui la contient, donc la constellation de la Lyre, c'est une constellation assez très ancienne. La légende dit que c'est l'instrument qui a été inventé par le dieu Hermès, qui fait donner par son père Apollon à Orphée, le musicien des Argonautes. Pour ce qui est du nom, comme souvent c'est d'origine arabe, donc les astronomes arabes considéraient que la constellation représentait un aigle en piqué, et le nom de Vega provient de la simplification du nom de la constellation aigle en piqué en arabe. Revenons sur notre étoile polaire et sur notre grand ours, et cette fois-ci traçons une droite qui joint du B, la grande ours, à l'étoile polaire, et à partir de Polaris élevons une perpendiculaire dans le prolongement donc de la queue de la petite ours, et à une distance d'environ une fois un tiers et un tiers la distance du B Polaris, va se trouver l'étoile Capella, l'une des étoiles les plus brillantes de l'hémisphère nord et une couleur légèrement jaune, qui se situe dans la constellation du Cocher. Capella est située à 42,2 années-lumière de notre planète. Et la constellation du Cocher est très ancienne, elle est déjà connue sous ce nom par les Grecs, et représentée par des vieilles cartes célestes sous les traits d'un homme portant sur son dos une chèvre. Et Capella, ça signifie petite chèvre. Selon la mythologie grecque, le Cocher était le fils du roi Erectinos. Revenons donc sur notre triangle de l'été avec Altaïr. Donc c'est une des étoiles les plus brillantes du ciel, donc on a vu forcément plutôt l'été. Et donc on peut la localiser en prolongeant également là aussi en utilisant la grande ours. On va prolonger d'environ 2 tiers la ligne imaginaire qui relie Alcaïde à Vega. Altaïr est situé très près de l'équateur céleste, donc disparaît derrière notre horizon entre mai et octobre pour nos régions. De couleur blanche, Altaïr est situé à 16,8 années-lumière de la Terre, dans la constellation de l'Aigle dont elle est l'étoile principale. À l'origine, la constellation représentait l'Aigle en lequel Jupiter se transforma pour enlever Ganymède, le plus beau des mortels dont s'était épris le dieu de l'Olympe, et Romain y voit l'oiseau emportant le corps du bel Antonius, favori de l'empereur Adrien qui s'était noyé dans le Nil. Et si on trouvait maintenant Deneb, même si quand vous avez trouvé Vega et Altaïr, vous avez aucun mal à trouver Deneb, parce que comme ils forment le triangle de l'été, c'est vraiment 3 étoiles bien apparentes qui forment ce triangle. Et imaginons que vous n'avez pas pour l'instant encore fait ce parcours-là. Revenons donc sur la grande ours, l'étoile centrale de Mégrez. Il suffit de relier l'étoile arrière de la petite ours et de prolonger environ 2 fois la distance séparant les deux chariots. Pour Deneb qui forme Vega donc et Altaïr, donc le triangle de l'été, la distance exacte de la Terre de cette étoile est une supergéante bleue blanche, là, mal connue.
pense que c'est entre 1600 et 3200 années-lumière de la Terre. La constellation du Cygne représente la forme que prit Jupiter pour séduire Leda, épouse de Tindar, roi de Sparte. Essayons maintenant de trouver Castor et Pollux, les deux étoiles du Gémeaux. Donc pour ça, il faut prolonger d'environ 2 fois la distance qui relie Alcaïde à Mérac. Voilà, donc 2 étoiles de la Grande Ourse. Ou environ 5 fois la distance entre Mégrez et Mérac, qui sont également dans la Grande Ourse. Et donc on voit ici Castor et Pollux à leur lever vers 21h37. Je vais un petit peu accélérer le temps pour pouvoir avoir la constellation un peu plus tard. Un peu plus au-dessus de l'horizon. Donc Castor présente une teinte orangée, tandis que Pollux est de couleur blanche et un peu plus brillante. C'est visible au zénith en hiver, c'est une constellation qui peut être intéressante à partir de maintenant, et ça disparaît entre mars et octobre pour nos régions. Castor et Pollux sont situés respectivement à 51,6 et 33,7 années-lumière de notre planète. La constellation doit son nom à ses 2 étoiles principales, Castor et Pollux, donc en référence aux 2 fils jumeaux que Jupiter eut avec Leda, épouse du roi de Sparte. Revenons sur la Grande Ourse, et cette fois-ci pour une constellation qui est visible toute l'année, par nos latitudes, qui est la constellation de Cassiopée, ce qu'on appelle le M ou le W de Cassiopée, qui est caractéristique à l'opposé de la Grande Ourse par rapport à l'étoile polaire. Donc prenez la Grande Ourse, l'étoile polaire, et si vous regardez donc à l'opposé, vous allez avoir donc Cassiopée. Donc on répète, donc la Grande Ourse, prenez par exemple donc Mérac-Dubé, vous tracez jusqu'à l'étoile polaire, et à l'opposé, vous allez pouvoir trouver le W de Cassiopée. Les 5 étoiles principales formant ce dessin imaginaire n'ont pas de lien réel entre elles en fait. Ils sont situés à différentes distances années-lumière, 442, 100, 613, 229 et 54,5 années-lumière de la Terre. Donc on n'a pas de lien réel. Cassiopée, épouse du roi d'Éthiopie, Céphée, qui offensa Neptune en vantant que sa fille Andromède était plus belle que les nymphes de la mer. Le dieu de la mer envoya alors un monstre marin, la baleine, pour dévaster les côtes du royaume, et Céphée, pour clamer la colère du dieu, fit enchaîner sa fille Andromède à un rocher pour l'offrir au monstre, mais Persée, chevauchant le cheval ailé Pégase, délivra la belle Andromède. Continuons par une constellation et la nébuleuse qui l'accompagne, une des plus importantes, et notamment du ciel d'hiver. On va prolonger la ligne reliant l'étoile polaire à Capella dans le Cocher, et ça va nous permettre de trouver la constellation d'Orion. Donc l'étoile polaire, Capella. Donc Orion là ici sur la droite, je vais zoomer dessus pour qu'on le voie mieux. Et les chances que pour ce que vous voyez le plus rapidement par rapport à Orion, ce soit ce qu'on appelle la ceinture d'Orion, c'est-à-dire les 3 étoiles qui forment la ceinture d'Orion. Orion est composé de 4 étoiles lumineuses, Beltégeuse, qui est dans l'épaule du géant, Bellatrix, Rigel, qui est dans le pied, et Saïf, l'épée. Et donc les 3 étoiles de la ceinture, Alnitak, Alnilam et Mintaka, qui forment un bel alignement, qu'on surnomme le baudrier ou les mages. Et donc qui est pas mal connu parce qu'elle abrite la grande nébuleuse d'Orion, M42, ainsi que la tête de cheval,
qui sont les plus connus, parmi les plus connus et les plus photographiés de tous les objets célestes. Donc c'est la splendeur de la constellation qui incita les Grecs à nommer Orion, le chasseur géant qui poursuit de ses unités les Pléiades, défendu par le taureau. Orion a été tué par le scorpion qu'Artémis aurait fait sortir de terre. Donc quand on zoome un peu par rapport à Orion, donc effectivement, on va voir que c'est là qu'on trouve donc la nébuleuse d'Orion, et ici la tête de cheval, donc parmi les objets les plus photographiés. Et si je dézoome, vous allez voir que par rapport au chasseur, donc le chasseur se dirige en direction du taureau, et que dans le taureau, donc on trouve les Pléiades qui sont très visibles, parmi les 7 étoiles les plus visibles, et qui forment aussi également une des nébuleuses les plus photographiées, avec de belles couleurs bleues, ces nuages de gaz autour des 7 étoiles principales. Profitons que nous soyons sur Orion pour pouvoir un petit peu, je vais accélérer un petit peu le temps là pour qu'on la voit mieux, parler de Sirius. De la ceinture d'Orion, des 3 étoiles de la ceinture d'Orion, qu'on trouve assez facilement, mais de toute façon on n'a pas besoin de ça, on trouve assez facilement Sirius. Pourquoi? Parce que Sirius c'est l'étoile la plus lumineuse de notre ciel, donc située dans la constellation du Grand Chien, et est également une des étoiles les plus proches qu'on peut admirer dans le ciel d'hiver. Sa lumière met que 8,6 ans pour nous parvenir. La constellation du Grand Chien évoque l'un des 2 chiens accompagnant le chasseur Orion, selon la mythologie grecque. Sirius était bien connu dans l'Égypte antique car sa réapparition à l'aube coïncidait avec le début de la crue annuelle du Nil et la période de grande chaleur. Sirius était alors appelé Canicula, signifiant petite chienne par les Romains, et le mot de canicule a traversé les siècles pour désigner donc une période de grande chaleur. À l'opposé de Sirius et d'Orion, on va trouver Aldébaran dans le taureau, qui domine cette fois-ci la constellation du taureau, dont le nom signifie le suiveur en arabe, et suit le bel amas des Pléiades dans le déplacement apparent des étoiles. Donc elle est de teinte rouge-orange, sa lumière met 65 ans pour nous parvenir. Le taureau, qui est visible en hiver, donc depuis l'Europe, est une des constellations les plus anciennes. Les Grecs l'associent à la métamorphose de Zeus en taureau lorsqu'il entreprit dans le VIO, selon certains, ou Europe selon d'autres. Et pour les Égyptiens, la constellation représentait le bœuf Apis, dieu du Nil. Et il y a encore beaucoup de constellations qu'on n'a pas vues. On aurait pu parler aussi de Pégase, on peut parler forcément aussi d'Andromède, mais ça c'est plutôt des constellations d'été. Et de toute façon, je ferai d'autres vidéos sur ce domaine-là, sur ce sujet-là, le parcours du ciel. Car même si avec les moyens modernes, maintenant, notamment ce qu'on appelle le GOTO, c'est assez facile de pouvoir s'orienter dans le ciel et de lancer le télescope sur la bonne cible, c'est toujours aussi intéressant de pouvoir se repérer soi-même dans le ciel, juste en liant un petit peu ses connaissances, et de pouvoir comme ça repérer très rapidement les principales étoiles, les principales constellations. Et on verra que beaucoup d'objets du ciel profond y sont associés, et que ça permet comme ça de se repérer très rapidement pour pouvoir les trouver. Voilà, ainsi se termine cette première vidéo sur le sujet. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve rapidement pour d'autres vidéos sur ce thème-là ou d'autres sujets sur Juste Mise au Point.